constitue un levier stratégique pour l'écoulement des produits agricoles se chiffrant à des dizaines de milliards de francs CFA par an. Il s'agit des marchés institutionnels dans un pays comme le Burkina Faso en pleine offensive agricole et halieutique et qui vient de réaliser une production céréalière record et excédentaire de 7 millions de tonnes. Il convient de questionner les mécanismes d'écoulement des produits issus de cette politique agricole. L'une des réponses pourrait venir des marchés institutionnels, foi du consortium des acteurs non étatiques actifs dans le secteur agricole COS-Agri. Quel est le potentiel existant? Quel état des lieux de l'accès des entreprises agricoles aux marchés institutionnels? Quels sont les défis en la matière? Éléments de réponse à travers cette émission pour débattre donc de l'accès des entreprises agricoles aux marchés institutionnels. Deuxième numéro de la série d'émissions voulue par COS-Agri. J'ai avec moi sur ce plateau M. Si Adama Traoré, directeur du commerce intérieur de la promotion des produits locaux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous avons également avec nous Modeste Ouedraogo, secrétaire exécutif de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de la transformation de Burkina. Soyez les bienvenus. Merci bien, madame. Également avec nous Laurent Domoué, président de la Confédération paysanne du Faso, producteur agricole. Soyez les bienvenus. Merci. Et enfin, Aboubacar Diallo, représentant du Collège des acteurs privés du secteur rural. Nous avons également avec nous sur ce plateau un public composé d'acteurs intervenants dans le monde rural et qui pourrait par moment prendre la parole pour enrichir ce débat. Alors, pour camper le décor, nous allons nous accorder sur certaines terminologies, à savoir marché institutionnel. Alors, Monsieur Traoré, qu'entendons par marché institutionnel? Ok, merci bien, madame. En tout cas, merci d'avoir associé, j'allais dire, le ministère en charge du commerce, en tout cas à cette émission. C'est une occasion pour nous de partager, en tout cas, un certain nombre d'informations en lien avec ce thème. Alors, les marchés institutionnels, en fait, ce sont des achats qui sont effectués sous certaines réglementations. Ce sont des achats qui sont effectués en général par les structures de l'État, les projets et programmes, et qui sont, en tout cas, qui suivent certaines procédures qui sont un peu différentes, j'allais dire différentes de ce qui se passe sur le marché ordinaire. Okay. Donc, de façon résumée, ce sont des achats qui sont un peu encadrés et qui sont, en tout cas, qui visent à garantir un accès aux produits des producteurs. Alors, producteur, vous l'êtes, M. Domoué, et qu'entendons par entreprise agricole? Merci, madame. Alors, tout d'abord, je remercie PAPA 2 et le consortium. Nous faisons partie, nous, les organisations paysannes. Les coopératives agricoles, c'est l'ensemble d'un nombre de producteurs qui se sont regroupés, formant une coopérative, une société coopérative. Alors, qui font la production et aussi font aussi des ventes groupées. Alors, et qui vend en groupe, cherche également aussi qui peut mieux acheter. Et je sais bien que c'est le sujet d'aujourd'hui qui est aujourd'hui le défi auprès de nous, les coopératives agricoles. Parce que souvent, il n'y a pas un marché rémunérateur. Et c'est bien, on va parler de ça plus tard. Oui. Merci. Non, vous gardez la parole pour dire pourquoi est-ce que les marchés institutionnels sont stratégiques pour vous, les organisations paysannes? Alors, les marchés institutionnels, comme on l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, c'est un marché assuré. Ça, c'est un premier point qu'il faut noter. Et c'est un marché aussi rémunérateur. Parce qu'il prend en compte certaines rigueurs. Où d'abord il faut la qualité du produit et ça sent bien que la qualité a également un prix. Ou si c'est un marché institutionnel, là cette qualité est prise en compte. Et aussi le marché institutionnel est plus bénéfique aux producteurs parce que là on peut vendre un volume important. Ça aussi il faut le noter. Donc c'est le souhait même de nous, les structures, les coopératives,
pensant vraiment avoir notre production, vendre avec les marchés institutionnels. Alors, Monsieur Diallo, vous qui intervenez également dans le secteur rural, alors dites-nous pourquoi est-ce que ces types de marchés sont importants pour vous, les acteurs du monde rural? Merci, madame. C'est vrai que M. Dombo a déjà donné l'idée maîtresse. C'est vrai que les marchés institutionnels, au regard de leur volume, au regard des exigences en la matière, en termes de qualité, c'est des marchés qui mettent en compétition des producteurs locaux qui sont obligés de faire du bon travail. Ça va créer par ailleurs des emplois. Ça va créer des sources de revenus durables au profit de toutes les couches, les jeunes, les vieux, tout le monde. Et puis ensuite, vous savez, un marché institutionnel, c'est pas 5 millions, 10 millions, c'est des centaines de millions qui nécessitent souvent que des gens fassent des regroupements conséquents pour pouvoir faire face à la demande exprimée par l'institution en question, qui peut être, comme l'a dit l'autre, l'État, ses démembrements, les projets, les programmes. Donc c'est vraiment digne d'intérêt. C'est même le souhait des producteurs. Alors quels sont les secteurs ou quels sont les produits issus de l'agriculture qui sont beaucoup plus intéressés ou pris en compte dans ces marchés institutionnels-là? Alors c'est essentiellement les produits que nous appelons des produits qui font l'objet de l'offensive actuelle. Vous savez, le ministère est en train vraiment de mettre le maximum pour encourager les gens à produire. Et là, il y a des produits phares. Vous savez, on importe trop de riz jusqu'à présent. Bon, il y a le maïs qui est fortement demandé aussi bien par les hommes que par l'alimentation, volaille, etc., etc. Donc, il y a des produits ciblés pour lesquels on ne ménage aucun effort du côté de l'État pour encourager la production à grande échelle en termes de tracteurs, de semences, même d'irrigation, de culture de contre-saison. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en amont. Donc en aval, nous devons de nous mettre au niveau. Sinon, on va être accusé de laxiste. Alors, M. Ouedraogo, quand on parle de mise à niveau, vous, les acteurs de la transformation, vous êtes interpellés. Alors, jusqu'à quel point est-ce que vous êtes impliqués dans ces marchés institutionnels-là? Ok, merci bien, madame. Il faudrait également aussi rappeler que durant donc, ces 2 années, avec les efforts consentis par le gouvernement à travers l'offensive agro-pastorale et halieutique, aujourd'hui, les entreprises agroalimentaires disposent donc d'importantes quantités de matières premières pour transformer. Et c'est à travers donc, ces matières premières produites au niveau du pays que les acteurs donc, produisent des produits qui peuvent aller vers maintenant les marchés institutionnels. Quand vous prenez au niveau donc, des cantines scolaires, aujourd'hui, il y a un dispositif donc, qui permet de mettre la kéké sur, au niveau des écoles. Et cela renforce donc les différents arrêtés qui ont été pris donc, au niveau du Premier ministère pour faire en sorte que les structures étatiques puissent prendre les produits locaux dans leurs commandes. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau de la transformation pour mettre à la disposition donc, des structures étatiques des produits de qualité made in Burkina Faso. Et ça, c'est grâce donc à cette fibre patriotique et c'est grâce également aussi à la vision du gouvernement qui met l'accent aujourd'hui sur le consommation local. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été développées au niveau donc, du ministère du Commerce, également aussi au ministère de l'Agriculture, pour, à travers donc, des synergies d'action qui permettent aujourd'hui de mettre à la disposition de nos structures au niveau national des produits made in Burkina. Alors, M. Traoré, quelle est la place des produits locaux, il en parlait tantôt, dans les marchés institutionnels? Ok, merci bien. Je pense que ce qu'il dit, c'est ça, parce qu'au niveau du ministère, effectivement, depuis 2017, il y a eu la lettre circulaire de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en tout cas qui demande aux structures publiques, dans le cadre de leurs approvisionnements, de prioriser les produits locaux. Alors, cette lettre a été suivie par un arrêté qui a défini un certain nombre de produits. Donc, quand on regarde vraiment, ce sont essentiellement des produits locaux. Pour dire que, en tout cas, au niveau des marchés institutionnels, les produits locaux occupent une place très importante. Et quand on regarde les chiffres, effectivement, les chiffres en disent beaucoup. Donc les produits locaux sont vraiment très très importants au niveau des achats. Alors puisque vous parlez de chiffres, quels sont les chiffres en termes de volume de marchés institutionnels et la part accordée aux produits locaux? Ce que nous faisons, nous suivons en fait les mesures d'incitation. Voilà.
ne sont pas un acteur direct de la commande publique, mais nous travaillons à inciter les uns et les autres à aller vers les commandes publiques. Et je crois qu'en termes de chiffres, en 2024, nous avons recensé, ou du moins collecté, un montant de plus de 118 milliards qui ont été injectés dans les commandes publiques pour les produits locaux. Et donc cette mesure, depuis 2017, qui a commencé aujourd'hui, en tout cas les chiffres sont évolutifs, et qui veut dire que chaque année, en tout cas de plus en plus, les commandes publiques, les achats institutionnels sont en train de s'imposer. Okay. Avant de poursuivre, nous allons aller sur le terrain pour voir comment les acteurs se battent pour avoir accès aux marchés institutionnels. Et vous allez le voir, les défis sont grands, les obstacles aussi, mais l'espoir est permis grâce à certains partenaires comme le PAPEA qui mène le plaidoyer. Et le reportage porte la griffe de Rocher Kam et Moumouni Wanga. Ici, les matins ont une ambiance de bergerie. Lassane Kindo s'active au milieu de son enclos à son activité d'embouche ovine. Des bêtes qu'il soigne avec passion avant de les commercialiser. Mais dans la région du Yadga, Lassane est bien plus qu'un simple vendeur. Il est le porte-voix de centaines d'acteurs de la filière bétail-viande. À la tête de l'Union des commerçants de bétail de la région du Yadga, il œuvre à la bonne marche de la filière. Ici, dans un passé récent, décrocher un marché avec les structures de l'État relevait du pur parcours du combattant. De par le passé, nous n'avions pas accès au marché institutionnel. Des gens qui n'étaient pas du milieu arrivaient à avoir le marché et venaient sous-traiter avec nous. C'est seulement cette année que j'ai eu ce type de marché. La tonne métal la guama, neneb sanda song ringa kita meti ronda wa absid organisme indique tout dans content de nebni simbe room ce domaine pour moi. Le cas de la filière bétail-viande n'est pas isolé. Que ce soit dans le Yadga ou ailleurs dans les autres régions du pays, de nombreux secteurs comme l'interprofession tomate se heurtent au même mur, l'accès au marché institutionnel. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pour le moment, on n'a pas accès au marché institutionnel. Et je me rappelle qu'en 2019, on a eu à déposer au ministère de l'Agriculture. On avait souhaité au niveau des hôpitaux, des universités, au niveau des casernes, et au niveau là où on pouvait avoir accès au marché institutionnel, ça allait nous plaire. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour. La démarche que nous avons entreprise depuis les années 2010, c'était de voir avec notamment le ministère de l'enseignement de base pour pouvoir inculquer le lait au niveau scolaire. Bon, donc ces démarches ont été entreprises et même nous avons eu à élaborer même un cahier de charges pour permettre aux unités de pouvoir se mettre à niveau afin de pouvoir comme se positionner. Bon, mais je dirais que c'était vraiment un début. En tout cas, c'est eu à peiner parce qu'il y avait beaucoup de paramètres qu'il fallait en tout cas maîtriser. Notamment le travail aussi a été fait avec notamment Abenorm et aussi le ministère des Ressources animales à l'époque, pour quand même trouver des normes qui sied avec les différents produits que nous allons mettre à la disposition des consommateurs. Il faut dire que de par le passé, le manque de rigueur administrative des entreprises pesait lourd dans la balance. L'absence de documents conformes leur fermait systématiquement les portes des appels d'offres. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer positivement. Conscientes des exigences de la réglementation, de plus en plus d'entreprises agricoles font l'effort de se mettre en règle pour ne plus laisser passer cette opportunité. Je peux dire qu'actuellement, nous avons tout ce qu'il faut pour les appels d'offres. C'est vrai que ça a commencé à aller, mais nous souhaitons encore plus de marchés institutionnels. Ces 5 dernières années, en tout cas, si vous êtes une entreprise, en tout cas, vous êtes obligé d'avoir un numéro IFI, vous êtes obligé d'avoir un RCCM, en fait, de pouvoir être quand même au rendez-vous avec les impôts pour pouvoir postuler à ce genre de marché. Je pense que la majorité de nos entreprises actuellement, en tout cas, ont eu à aller vers cette démarche-là.
Bon, donc déjà, c'était en fait les textes pour pouvoir quantifier et même évaluer souvent et voir la qualité des produits qui était vraiment le blocus. Mais au fur et à mesure, je pense que nos entreprises se sont beaucoup améliorées et surtout pour être quand même au rendez-vous. Une chose est sûre, aujourd'hui la jeune garde de l'entrepreneuriat agricole a pris la mesure de l'enjeu. Pour elle, les marchés publics ne sont pas seulement des contrats, ils sont une garantie de stabilité pour leur production. Mieux encore, ils représentent des moteurs essentiels de la promotion du consommé local. Ça peut être un avantage pour la filière. En plus, nous allons promouvoir nos produits. En plus, ça va réduire les produits importés. Donc nous souhaitons qu'il y ait des marchés institutionnels au niveau de la tomate. Je pense que ces marchés institutionnels vont garantir d'abord la production et aussi vont garantir les unités de transformation. Voilà. Et en fait, ça facilite aussi l'accès aux consommateurs aux produits de qualité. Pour le lait, on avait ciblé vraiment les établissements. On a même eu à organiser une journée mondiale du lait qui fait la promotion, où on a donné même du lait au niveau de la pédiatrie, à la Charles de Gaulle. Et à Bobo aussi, on en a donné à des orphelinats qui ont beaucoup apprécié. Entre plaidoyer pour l'allègement des procédures, l'accroissement de ce type de marché, les entrepreneurs agricoles sont conscients de l'impact des marchés institutionnels aux côtés de ceux ordinaires sur le développement de leurs entreprises. Dans leur démarche, ils bénéficient de l'accompagnement du PAPEA 2, la phase 2 du programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, mise en œuvre dans les régions du Nando, du Yadga, des Tanuya, du Guirico et du Kadiogo. L'idée, c'est de faire des entreprises agricoles de véritables moteurs de l'économie burkinabé. Voilà pour ce constat. Retour sur ce plateau pour la suite de cette table ronde. Monsieur Domwe, alors quelle est votre expérience en la matière? Merci. En matière de commercialisation des marchés institutionnels, vraiment, comme à la présentation, la Confédération paysanne et ses membres sont au nombre de 16. Alors, et qui sont des acteurs qui exercent vraiment dans la production, la transformation et la commercialisation. Alors, les expériences que nous avons acquises à partir de là, en écoutant même celui qui vient de prendre la parole, le marché institutionnel est une garantie pour nous, les acteurs. Alors, encore, le marché institutionnel, comme on aime le dire souvent, c'est le marché qui tire la production. Mais en termes de difficultés, on l'a entendu dans le reportage, il y a plusieurs producteurs qui se butent à certaines difficultés. Est-ce qu'à votre niveau, c'est le cas? Effectivement, même cette année, c'est le cas effectivement que nous vivons. Parce que nous avons une production qui est allée à la hausse cette année, plus de 7 millions de tonnes de céréales et de production. Alors, et le marché actuellement qui est là, c'est seuls les achats borchans que la SONAGES effectue. À part ça, il n'y a pas d'autres marchés qui est lancé. Donc, il y a la production sur nos mains. Il y a des stocks où on ne sait pas à qui vendre. Et la SONAGES, en lien avec ces raisons aussi, c'est des accords qui ont été faits à l'avance lors de la campagne hivernale, donc, où ils sont obligés de collecter un certain nombre de tonnages auprès des producteurs. Et le reste de la production est sous la main. Donc, on vit vraiment une difficulté actuelle en lien avec les marchés institutionnels. Il n'y a pas de marché. En sachant bien que c'est le marché qui tire la production. Si il n'y aura pas de marché pour écouler ces produits, ça serait un découragement total. Là, la campagne prochaine, ce n'est pas sûr que les producteurs auront le courage de produire plus, sachant bien que la production de l'année antérieure n'a pas été écoulée.
Alors, l'un des acteurs principaux de ces marchés institutionnels, c'est la SONAGES, vous l'avez évoqué. Nous avons le conseiller technique de la SONAGES avec nous, M. Jacob Ouedraogo. Alors, nous allons peut-être lui passer la parole pour nous dire, est-ce que cette année, la production céréalière dépasse vos capacités d'absorption de l'excédent? Merci, madame. Il faut dire que la SONAGES est en réforme depuis 2024 pour prendre en compte les nouvelles orientations de gouvernance de notre pays. Alors, dans ce sens, nous avons renommé les stocks que nous constituons habituellement en stock de souveraineté. Et c'est dans ce cadre que nous avons également lancé l'opération collecte bord champ pour venir en appui à l'offensive agro-silvopastorale qui est en cours pour vraiment soutenir les actions du gouvernement dans le domaine de l'agriculture. Alors, il faut dire que la production cette année est une production record avec plus de 7 millions de tonnes. Et pour, en tout cas, marquer la volonté du gouvernement à racheter cette production aux mains des producteurs, la collecte bord champ vise à aller auprès de ces producteurs et de pouvoir enlever les stocks surplus qu'ils auront pour constituer ces stocks de souveraineté. Alors, pour cette année, vous l'avez eu cette information, nous collectons autour de 530 000 tonnes, ce qui fait un peu moins de 10% de cette production, mais qui est une collecte record également au niveau de la SONAGES. Et je pense qu'à ce jour, nous n'avons pas atteint les objectifs de collecte. Et cette collecte se poursuit jusqu'en fin mars. Donc nous invitons les acteurs à se rapprocher des directions régionales de l'agriculture qui sont nos acteurs relais pour cette collecte et qui sont sur le terrain actuellement, qui font la collecte permanemment. Donc c'est aussi dans le sens de respecter les principes de la commande publique qui est, entre autres, l'efficacité et l'efficience de la commande publique, mais l'accès équitable également des acteurs à cette commande publique et surtout la liberté de pouvoir commercer avec les institutions publiques. Donc c'est ouvert à tout producteur, sans restriction, qui dispose de stocks. Ils peuvent venir au niveau, prendre la tâche avec les directions régionales de l'agriculture dans les différentes régions pour en tout cas remettre leur stock. Et les prix sont également affichés, connus, publiés. Et je crois que chacun peut tirer en tout cas profit de cette opération. Merci. Merci. Alors nous allons peut-être recueillir le constat ou l'expérience de Madame Nana Sabine. Elle est présidente de l'interprofession Manioc. Alors, on a entendu dans le reportage certaines difficultés d'accès au marché institutionnel. Il y en a qui parlent de qualité, il y en a qui parlent de structuration au niveau des acteurs. À votre niveau, quel est le constat? Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci à la RTB, merci aux partenaires PAPEA 2 et merci à l'ensemble des acteurs ici. En tout cas, nous concernant, vous voyez que c'est un produit transformé. Et dans les commandes publiques, comme le secrétaire permanent de la FIA vient de le dire, au niveau de la transformation, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont accès à ces marchés institutionnels. Or, pourtant, les produits transformés occupent une très grande place et surtout la création d'emplois. Alors, dites-nous pourquoi ces acteurs-là n'ont pas accès au marché institutionnel. Quelle est la barrière? La barrière, je ne sais pas. Si je dis que je ne sais pas, je prends par exemple pour le cas de l'ATK, qu'ils ont pris, depuis 2020, nous livrons dans les cantines scolaires, mais c'est limité. C'est la cantine secondaire seulement qui prend. C'est en 2024 qu'ils ont associé avec un peu du primaire. Et nous avons eu une commande de 370 tonnes. Sinon, c'est 100 et quelques. Avec l'ensemble des acteurs, c'est insignifiant. Voilà. Donc, le problème est plutôt culturel, bon, une sorte de culture alimentaire, ou c'est quoi le problème à votre niveau? Ou c'est manque d'intérêt ou quoi?
puisque on a couru partout comme on vient de suivre, oui. Nous aussi on a couru partout, déposé dans les différents ministères. Et ce n'est que là-bas, jusqu'à présent, qu'on est en train de patauger. Maintenant, je ne sais pas, par exemple, ils ont changé et ils ont dit que beaucoup de commandes passent par la SONAGES. Et nous, on est parti au niveau de la SONAGES pour demander quelle est notre part de marché. Voilà, la SONAGES nous dit que c'est les structures qui disent les produits qu'ils veulent et c'est en fonction de ça et ils prennent. Vous voyez? Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Okay. Parce que notre souhait est que les commandes publiques, que tous les acteurs à tous les niveaux puissent bénéficier, que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, puissent vraiment bénéficier de ces marchés. Que tous les produits transformés ou produits puissent être commandés par les institutions, surtout qu'avec les partenaires aussi, les projets et programmes sont dedans et tout, c'est la main de l'État qui dirige. Et comme difficulté, comme vous venez de dire, l'expérience nous a montré que la difficulté aussi dans l'exécution de ce marché, c'est les délais. On est venu tomber avec les délais, on ne peut pas changer. Mais pour notre cas, c'est des produits transformés. Surtout pour l'ATK, c'est un produit transformé doublement. Parce que des tubercules, c'est transformé en pâte et c'est transformé en ATK frais et transformé en ATK. Vous voyez le processus? Il va de soi que c'est vrai que ce n'est pas le même prix que les produits bruts. Mais avec toutes ces chaînes, vous voyez combien d'emplois, et surtout les jeunes et les femmes. Donc, mais comme c'est des produits transformés, le temps, les délais et les périodes, vous voyez actuellement les gens sont assis, on veut travailler, mais pour le moment, le temps qu'ils vont dire, voilà, la commande est là, saison pluvieuse est commencée. Donc, il y a ça aussi qui est la difficulté, que vraiment, si ils peuvent, moi je vais directement, s'ils peuvent avec les organisations signer des conventions, ça permet la livraison des périodes là à temps, parce qu'à chaque fois on constate que premier trimestre, deuxième trimestre, il n'y a pas cantine. Voilà, c'est les périodes aussi qui ne favorisent pas les livraisons. Merci. Merci, madame. Alors, dans votre intervention, j'ai retenu deux choses, la structuration et puis l'appel d'offres qui fait également défaut souvent dans les procédures. Alors, dites-moi, monsieur Diallo, est-ce que les procédures d'appel d'offres sont-elles adaptées aux réalités des acteurs du monde rural? Merci, madame. Alors, les procédures, tous les jours, on en parle, parce qu'il y a plusieurs étapes. Vous voyez, quand vous avez, comme elle l'a dit, s'il y a une institution qui nous commande beaucoup de quantités pour les garnisons, pour les hôpitaux, pour les écoles, les préscolaires, etc., c'est des marchés. À tel enseigne que souvent, les gens, au regard du volume de la commande, souvent ils se mettent en groupement, en union, même en coopérative. Ensuite, il faut réunir les papiers. Il faut ajouter des papiers pour être conforme à la réglementation en vigueur. Ensuite, il faut recourir souvent aux banques pour avoir un fonds de roulement conséquent pour pouvoir réunir. Moi, je peux donner à celui-là mon stock, mais lui, il ne va pas me donner, il va dire paye avant de partir, parce que si tu traînes sans payer, c'est des problèmes. Bon, donc ça, c'est un aspect encore des problèmes comme ça. Alors maintenant, ce qu'elle vient de dire, là, est digne d'intérêt, on va prendre bonne note et puis mener le combat ensemble. Sinon, c'est pas très reluisant. Ok. Alors, monsieur Ouedraogo, est-ce que vous partagez toutes ces difficultés soulevées ça et là en matière d'accès au marché institutionnel? Oui, il faut dire que les difficultés sont là, mais également c'est le sens donc de ce plaidoyer pour faire en sorte qu'au niveau du gouvernement, il y ait des mesures pour renforcer cette synergie d'action-là. Parce que si nous augmentons donc les capacités au niveau des unités de transformation, ce qui va les permettre de produire
de plus en plus. Mais il faut rappeler à juste titre que c'est le marché qui garantit le développement économique de l'entreprise. Quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a les questions de financement, il y a les défis liés aux équipements. Mais si on a un marché qui est garanti, ça permet à l'unité de transformation de mieux prévoir son extension et de mieux produire afin donc de disponibiliser les produits. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits ça et là par le gouvernement. C'est de voir comment on peut renforcer ce dispositif-là, en essayant d'abord également de revoir même et de donner un contenu plus contraignant au niveau donc des structures étatiques pour qu'ils puissent vraiment s'approvisionner auprès donc des entreprises agricoles. C'est là le défi. On a un arrêté au niveau du Premier ministère. Quelle est l'effectivité de l'application donc de cet arrêté-là au niveau donc de l'ensemble des structures étatiques? C'est là où la question se pose. Donc, la possibilité, c'est de faire en sorte que, au niveau donc de cette directive-là, il y ait vraiment la stricte application de cette directive. Ça va permettre encore de donner plus de poids aux entreprises agricoles en matière donc d'approvisionnement de ces structures étatiques. Alors, Monsieur Traoré, vous êtes certainement interpellé par les constats ça et là. Ouais. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui bloque au niveau de l'application des textes existants en matière d'absorption des produits locaux? Je ne parlerai pas de blocage. Voilà. C'est vrai, il y a des difficultés d'application. Mais vous savez, toute mesure, toute réforme, il faut du temps. Il faut du temps pour que, en tout cas, elle puisse prendre. Alors, la question de l'accès au marché institutionnel, en tout cas par les acteurs, est un enjeu très stratégique pour notre État. Je pense que la question dépasse le simple cadre commercial, comme ils l'ont dit les uns et les autres. Cette question touche la souveraineté alimentaire, elle touche l'emploi et bien d'autres domaines. Donc l'État, en tout cas, continue de prendre les mesures qui sied pour, en tout cas, permettre aux acteurs, en tout cas, d'avoir accès à ces marchés. Et donc, quelles sont les failles que vous avez détectées qui ne vous permettent pas, en tant que, je vais dire quoi, détenteur du pouvoir public, de prendre sérieusement en compte les entreprises agricoles dans la commande publique? Je pense que les entreprises agricoles sont prises en compte. Oui, bon, suffisamment. Comme il y a des problèmes soulevés, oui. Est-ce que vous pensez que ces problèmes-là sont légitimement soulevés? Oui, ce sont des problèmes qui existent et que nous comprenons. Okay. Alors, pour moi, les véritables difficultés au niveau de la commande publique, comme ils l'ont dit, je l'ai dit au début, c'est sous une réglementation. Il y a toute une procédure. La question de la qualité. Ce qui est ressorti, en tout cas, quand nous faisons le point, c'est un des éléments essentiels. La qualité. La qualité des produits. Et la qualité, je sais que des efforts sont faits, les acteurs, en tout cas, sont en train de faire beaucoup d'efforts. Nous le constatons, il y a une évolution. Il y a aussi toutes ces procédures. Voilà, une entreprise pour avoir accès à ces marchés, il faut d'abord être une entreprise formelle. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont en train de travailler à aller un peu dans ce sens. Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Et quand on regarde les chiffres, comme je l'ai dit, ça évolue. Voilà. Ce n'est plus comme avant. En 2017, quand nous avons pris l'arrêté, à aujourd'hui, on constate que, en tout cas, de plus en plus, les acteurs arrivent en tout cas à avoir accès à ces marchés. C'est vrai, les difficultés existent, je ne nie pas, mais l'État continue toujours, en tout cas, à prendre en compte ces difficultés. À travers différentes initiatives telles que le mois du consommant local. Oui. Alors, Monsieur Ouedraogo, quel regard sur ces politiques-là d'incitation à la consommation locale? Et il faut dire qu'il y a des efforts véritablement qui sont faits au niveau national. Et comme je le disais, en fait, c'est devenu un acte patriotique. Parce qu'aujourd'hui, avec la vision du gouvernement en matière de souveraineté alimentaire, c'est dire que la solution actuelle, c'est de produire ce que nous voulons consommer et de consommer ce que nous produisons. Donc, en termes d'engagement, il y a un regain d'intérêt pour la consommation de ces produits nationaux. Et que vous devrez ressentir dans vos activités, vous, en tant que transformateur. Maintenant, en termes de traçabilité, ce qui est demandé également aussi, c'est en termes donc de traçabilité donc de ces transactions, de ces produits locaux-là au niveau national. Quelle est la situation? Quelles sont les structures
qui arrivent donc à mobiliser leurs acteurs pour pouvoir bénéficier de ces acteurs, de ces marchés-là. C'est là où le défi se pose. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est important que, comme Madame Nana venait de le dire, c'est de faire en sorte que l'État puisse signer des conventions avec les organisations professionnelles agricoles et les fêtières de transformation afin donc de mieux structurer ces différentes transactions. Tout ce qui va permettre donc d'avoir une traçabilité, mais également aussi de pouvoir produire des chiffres en fin d'année pour dire en termes donc de commandes publiques, voilà ce qui a été fait telle année et quelles sont les prévisions également aussi pour l'année N+1. Ça va permettre aux acteurs et ça va également aussi donner du tonus parce que ce sont ces mesures incitatives-là qui vont permettre davantage aux acteurs du secteur agroalimentaire de se restructurer et de faire en sorte que nous puissions répondre à la vision tant prônée actuellement au niveau du Burkina Faso. Alors, Monsieur Domboué, est-ce qu'à travers ces initiatives ou la législation actuelle, vous pensez que l'État fait assez pour prendre en compte les entreprises agricoles dans les marchés institutionnels ou dans la promotion des produits locaux? Ok, merci. En matière de ce que l'État fait, en premier lieu, en tout cas, ils ont la volonté. Ça, c'est vraiment salutaire. C'est connu. Donc, accompagner les producteurs à la production, parce que les frères l'avaient déjà soulevé tantôt, parce que l'acquisition du matériel, en intrants, etc. Ça, vraiment, ça a boosté la production. Et maintenant, en matière de la consommation locale, ça, c'est un acte salutaire et patriotique. Mais maintenant, en voulant aller à la consommation locale, il faut vraiment un engagement et un appui. Alors, pourquoi je dis un appui? Comment faire pour pérenniser les acquis que nous avons eu aujourd'hui? Parce que, cette année, la campagne a été excédentaire. Comment faire pour pérenniser cette action pour que l'année prochaine, il y ait encore une hausse de production? Alors, c'est d'encourager vraiment les marchés, les entreprises de transformation, parce que nous savons bien que l'État ne pourrait pas acheter tous nos stocks. Bien sûr. Mais si les entreprises de transformation sont vraiment ont des contrats formels avec les institutions, là, et en retour, viendra chercher aussi la production aux mains des producteurs. Hausse de la production agricole, hausse de la production et de la transformation. De la transformation. Donc, ça demande vraiment une structuration. Donc, ce que j'allais dire, c'est de travailler vraiment à aller vers un marché, une chaîne de valeur. Là, les producteurs, les moyens de production, moyens de transformation, moyens de commercialisation. Et maintenant, avec notre patriotisme, là, le marché, les produits à consommer. Donc, si c'est là, nous avons une vision claire comme ça, là, je pense vraiment que ça pourrait nous aider. Ok. Alors, M. Diallo, en attendant d'arriver à ce qui pourrait être fait, quel regard sur ce qui est déjà fait par l'État pour la promotion des produits locaux, le consommation local? Merci, madame. Alors, moi, j'allais d'abord dire que, comme l'a dit le président, il faut tenir compte de la donnée nouvelle qu'elle a. 7 millions de tonnes, ce n'est pas courant. Alors, donc, comme le terrain commande la manœuvre, une nouvelle situation commande qu'on réfléchisse encore pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que ça répond aux critères de qualité comme l'a insinué le ministère? Oui. Si c'est la qualité, parce qu'on a eu les semences du gouvernement, on a produit qualité. Dieu merci, il y a eu vraiment une surabondance de production. Alors, l'incidence première qui doit découler de cette situation, c'est qu'on a constaté la baisse des prix du sac de maïs, par exemple. C'est moins de 20 000. Peut-être que par progression, ça va jouer sur le prix des choses comme la bière, l'aliment volaille. Puisque tout ça, ça vient du maïs. C'est toute une chaîne. Donc, on doit constater ça. Alors, mais à côté de cela, on va continuer la réflexion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avec cet excédent-là. S'il faut mettre ça en lieu sûr, Sonagès, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'année prochaine va nous donner. Et pendant ce temps, je vous dis, il y en a qui sont encore en train de produire en contre-saison. Oui. Donc, il y en a. Il y aura à manger. Mais il faut qu'on sente ça dans le panier de la ménagère à travers une réduction. Sinon, là, ça aura un déséquilibre. C'est pour ça que j'encourage le ministère à organiser ce type de panel pour dire aux gens, là, s'il y en a, il faut descendre. Si on stocke inutilement, ça veut dire qu'on n'aura pas atteint un des objectifs.
l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire. Okay. Alors, Monsieur Paco Togo est également avec nous dans le public. Il est chargé de programme Europa. Nous allons lui passer la parole pour déjà apprécier ce qui est fait en termes d'initiative au niveau des autorités burkinabées pour l'absorption de l'excédent de production et la promotion du consommation local. Ok, merci. Voilà, pour l'Europa, qui est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il faut dire que le Burkina Faso a toujours été un exemple. Ça a toujours été un effet d'entraînement. Quand on prend les achats institutionnels, voilà, vous allez voir dans tout ce qui est comme documentation, c'est le Burkina qui a permis à certains pays, voilà, de se servir donc de notre arrêté pour en faire donc des exemples et continuer à travailler. Et comme on l'a dit, l'exemple de la SONAGES, qui sont les initiatives de stock de sécurité alimentaire, l'initiative que l'État a lancée en termes donc de production a aussi amené d'autres, voilà, à prendre le bon exemple pour travailler dans ce sens. Mais ce que je veux dire également, c'est la question même de la structuration donc, de nos acteurs. Parce que si vous avez remarqué, la Confédération paysanne du Faso, la Fédération nationale des industries agroalimentaires, le Collège des acteurs privés du secteur rural, ont quand même été donc des exemples que d'autres pays ont utilisés pour créer des structures. Et actuellement, je pense qu'au niveau régional, et à chaque fois que nous avons l'occasion d'organiser donc des concertations multi-acteurs dans les pays, voilà, ces acteurs viennent donner donc des exemples. Donc pour nous, je pense qu'il faut qu'on continue dans cette dynamique. Ce que je vais ajouter pour ce qui concerne les achats institutionnels, on gagnerait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la SONAGES est là, mais les achats institutionnels, c'est comme on l'a toujours dit, c'est pas seulement au niveau donc de l'État. C'est-à-dire, il y a la question aussi que nous tous, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour consommer ce que nous produisons. Et en ce moment, la question donc de consommer acteurs, si voilà, je suis dans mon quartier et qu'on peut se regrouper pour faire donc des achats auprès donc de la Confédération paysanne du Faso ou auprès donc de la Fédération nationale des industries agroalimentaires, pourquoi pas pour les produits destinés à la nutrition donc des enfants dans un centre de récupération nutritionnelle, c'est aussi un achat qui peut contribuer en fait donc à booster donc nos produits locaux. Merci, voilà ce que je peux ajouter. Alors, merci pour votre contribution. Alors, on est tous d'accord, hein, le potentiel est là. Mais des difficultés demeurent pour faciliter l'accès des entreprises agricoles aux marchés institutionnels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour améliorer cet état de fait-là, M. Traoré, à l'endroit des entreprises agricoles avant tout? Moi, je pense que la dynamique est déjà lancée. Et comme je le disais tantôt, c'est d'encore travailler à s'organiser davantage. Et aussi, en tout cas, à voir le côté de la qualité. Voilà, parce que les achats institutionnels, c'est vraiment, comme j'insiste là-dessus, il y a des critères à respecter. Et c'est ça qui fait que souvent, ce n'est pas facile. Voilà, c'est vraiment de travailler à aller dans ce sens, à remplir les critères. Et les uns et les autres l'ont dit, l'organisation ici est très, très importante. Voilà, si les acteurs sont bien organisés, je pense que ça peut faciliter beaucoup de choses. Donc, du côté des acteurs, c'est ce que, en tout cas, je peux dire. D'accord. Alors, M. Domoué, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cadre juridique est suffisamment contraignant pour vous prendre en compte les entreprises agricoles dans la commande publique? Okay, merci. Alors, avant de répondre à la question, j'allais faire ressortir quelque chose que le représentant d'Europa a souligné. Il faut reconnaître qu'au niveau du Burkina, nos organisations ont eu accès à un marché institutionnel sous-régional, la réserve sous-régionale ARA, dont vraiment des coûts de milliards dans le passé. Donc, on a ressenti combien ça fait comme action de grâce au milieu de nous, les acteurs du monde rural. Parce que nous développons vraiment des économies solidaires au sein de nos coopératives. Donc, si on a un bon marché, là, ça se ressent sur toute la chaîne. Donc, c'est ça que j'appelle l'économie solidaire.
parce que ça touche tous les producteurs, que ce soit les femmes et les jeunes. Alors, maintenant, en lien avec la question, j'allais dire merci à nos autorités, parce qu'il y a eu un plaidoyer dans les temps où on a plaidé pour qu'on nous dissocie dans les appels d'offres entre les organisations paysannes et les commerçants. Donc, on a été écoutés. Donc, maintenant, l'appel d'offres se fait séparément. Okay. Quand il y a des marchés institutionnels, là, les organisations paysannes, là, nous, on fait la concurrence entre coopératives. Et aussi, il y a eu un quota de 30% qui est réservé vraiment à nous, les coopératives. Donc ça, déjà, c'est salutaire, mais ce n'est pas arrivé. Comme les commerçants burkinabés le disent que c'est bon, ce n'est pas arrivé. Dans les 30%, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Si on pouvait aller au-delà de ça, en lien avec la consommation locale qui est instaurée, donc ça allait encore booster les marchés. Alors, même les conditions d'accès au marché en lien avec la documentation qu'il faut apporter, là-bas aussi, il y a un petit souci, parce qu'il y a certaines informations qu'il faut, auxquelles tu dois répondre, qui nécessairement, souvent, les coopératives de base ont des difficultés pour vraiment les fournir. Donc ça, il faut les reconnaître. Et aussi, il y a eu un moment où on a fait une longue discussion. C'était sur les taxes. Les taxes, les TVA sur ces marchés. Parce qu'en sachant bien que c'est des marchés de produits locaux. Donc, il y a eu aussi des plaidoyers où on a approché certains responsables pour vraiment voir clair dans ça sur les marchés qui ont été acquis par certains de nos membres, où, de un, il faut reconnaître qu'il faut forcément enregistrer les marchés à 3%. Ça, déjà, si la coopérative fait ça, c'est un moyen, mais il faut contribuer. Mais plus maintenant, les TVA qui étaient sur les produits, ça, on avait jugé ça vraiment que c'était trop fort. Okay. Donc, on a approché les autorités, ça aussi, il y a une bonne compréhension au niveau de la Confédération. Okay. Voilà. Alors, Monsieur Diallo, quel est l'impact, par exemple, de l'importation sur cette volonté de prendre en compte les produits locaux, la production locale dans les marchés institutionnels? Très bien. Alors, ça dépend des produits. Okay. Il y a des produits où l'importation va rester d'actualité pendant un bout de temps encore. Je pense au riz. Parce que ça va m'étonner que la production de riz puisse couvrir pour le moment le besoin national. Par contre, le maïs, qui commence à être en souffrance quelque part dans certains magasins, là, on ne va plus importer des pays voisins notamment. Alors, il y a d'autres produits, quand on veut par exemple des bœufs ou des vaches pour donner aux populations qu'on est en train de réinstaller dans leur localité, on ne va pas importer des bœufs, on va prendre ici. Mais avec toutes les conséquences qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'il faut voir la qualité, comme il a dit, il faut voir les prix, il faut faire un groupement, parce que ça va m'étonner qu'un seul producteur, éleveur, puisse produire 1000 taureaux pour aller donner aux populations réinstallées dans les terroirs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore revoir, mais on est dans la dynamique, quoi. C'est ce que je vais surtout dire. Okay. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, plus ou moins, M. Diallo. Alors, M. Ouedraogo, vous pensez qu'il faut réduire les importations? Vous qui êtes dans la transformation, je suppose que c'est vous qui subissez beaucoup plus le poids de l'importation sur vos chiffres d'affaires. Oui, à ce niveau, il faudrait qu'il y ait davantage de mesures incitatives au niveau national pour renforcer la dynamique actuellement d'industrialisation qui est enclenchée au niveau du pays. Avec donc ces unités de transformation qui sont en train de s'ouvrir au niveau national, c'est pour dire que ces matières premières donc, au niveau de la production là, seront utilisées là-bas pour produire au niveau localement. Mais il faudra également aussi faire en sorte que on puisse avoir également aussi des plateformes numériques qui permettent de communiquer davantage avec les acteurs pour faire en sorte qu'on puisse savoir où sont les zones excédentaires, où sont les zones déficitaires et qu'il y ait également aussi une traçabilité par rapport à cette commande publique. Et tout cela peut passer même par l'adoption d'une loi au niveau national
qui va rendre encore plus contraignant et qui va également aussi développer, booster en tout cas ces marchés institutionnels-là au niveau national. Tout qu'on fait aujourd'hui, il y a vraiment une vague d'industries qui sont en train de se mettre en place au niveau national. La question, c'est véritablement aussi d'augmenter la part donc des dépenses publiques consacrées à l'achat de ces produits nationaux au niveau national. Et toute chose qui va rassurer davantage, que ce soit les producteurs, les transformateurs, à aller dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mesure qui est là, mais l'autre mesure également aussi, c'est de renforcer cette dynamique-là avec une augmentation substantielle également aussi de la part des dépenses publiques qui est consacrée. Étant entendu également aussi les défis sécuritaires, mais nous pensons qu'il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises au niveau national pour pouvoir, à travers donc la mobilisation des ressources concessionnelles au niveau national, pour pouvoir renforcer la dynamique de production, de transformation et de consommation des produits nationaux. Merci pour votre plaidoyer. Nous sommes à la fin de cette émission. Rapidement, en 30 secondes, Monsieur Traoré, alors quelle est votre recommandation aujourd'hui, dernière recommandation, pour que cette volonté de prendre en compte les entreprises agricoles dans les marchés institutionnels puisse vraiment prendre son envol et pour le bonheur de nos entreprises agricoles? D'accord, merci. Alors, pour terminer, moi je reviens sur ce que je disais. Vraiment, c'est d'aller vraiment de s'organiser davantage, comme ils l'ont dit, pour pouvoir en tout cas accéder à ces marchés et aussi vraiment continuer à améliorer la qualité, de se conformer à la réglementation, en tout cas pour pouvoir, parce que la production est là. Maintenant, ce qui cloche, ce sont ces aspects-là. L'organisation, la qualité, oui, mais ce n'est pas tout, mais quand même la qualité reste à améliorer. Et puis maintenant, le respect de la réglementation en matière d'entreprise, d'organisation, voilà, pour pouvoir en tout cas accéder à ces marchés. Monsieur Domwe, oui. Quelles sont vos dernières recommandations en la matière? En 30 secondes. C'est un plaidoyer aussi pour que l'État puisse... l'État, le ministère en charge de l'agriculture, à travers la DGP qui est chargée du monde rural pour l'économie rurale, de travailler vraiment à bien approcher ou bien encore renforcer la situation de nos coopératives afin qu'on puisse avoir accès au marché rémunérateur, comme je l'ai dit dès le début, que c'est le marché qui tire la production. Ces points, vraiment, il faut les prendre en compte. Voilà, merci. Monsieur Diallo, votre dernier plaidoyer? Oui, tout à fait. Merci déjà, madame. Moi, je crois qu'on va dans la même dynamique. Je souhaite que le ministère continue à nous approcher pour nous conseiller, nous guider, pour qu'on réponde à leurs attentes. Et si on ne répond pas à leurs attentes, ils vont nous tourner le dos et puis ça va encore être le recommencement éternel. Moi, c'est mon souhait. Merci pour vos différentes contributions et merci de votre participation à cette émission qui s'achève. À très vite sur les antennes de la télévision du Burkina pour débattre d'un autre sujet en lien avec le monde agricole. Bonsoir.